Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une belle journée et on va essayer de vous apporter un petit moment d'information, puisque on est dans politique, on est dans les municipales et c'est politique. Et on reçoit Daniel Amouni. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir, Gismi. Vous êtes candidat. Oui, effectivement, je suis candidat au municipal sur la commune de Saint-Benoît, donc avec notre mouvement que nous avons créé il y a quelques mois de cela, donc le mouvement citoyen participatif bénédictin. Alors, j'allais dire, d'abord, qui est Daniel Amouni? Alors Daniel Mouni, donc c'est un bénédictin qui est né et a grandi donc à Saint-Benoît, qui est marié, donc 3 enfants et qui travaille donc au sein de la collectivité régionale depuis 2012. Est-ce qu'il y a une motivation particulière à cette candidature ou pas? La motivation, oui, forcément, lorsqu'on se présente à une élection municipale ou une élection, c'est avant tout pour pouvoir participer à la vie de sa commune, en l'occurrence Saint-Benoît. C'est un choix qui est mûri, réfléchi au sein de la famille, avec les amis, avec des camarades, et aussi c'est aussi une continuité quelque part de l'action que je mène depuis plus de 30 ans au sein du mouvement associatif. D'une part, je disais tout à l'heure qui était Daniel Amouni. Aujourd'hui, quel est son parcours justement dans ce domaine associatif? Comment il s'est engagé, jeune ou après, à essayer d'apporter quelque chose dans le monde associatif? Alors, déjà, je dirais que c'est un peu je ne dis pas héréditaire, mais mon père qui était donc enseignant était très engagé dans le mouvement associatif, notamment au sein de l'UCEP, au niveau de l'école, de l'UFOLEP. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu associatif. J'ai grandi dans ces valeurs d'aide, d'entraide, de partage, etc. De bénévolat, entre autres. Donc ça a bercé mon enfance, mon adolescence. Et naturellement, je me suis investi. D'abord, bon, j'ai aussi été un joueur dans le club de handball de la GSB. Donc j'ai commencé à faire mes premières armes, je dirais, en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur, de responsable plutôt de l'école de hand dès mes 17 ans. Donc ça a été une suite logique quelque part pour moi. Et après le sport, je me suis donc orienté vers l'école, puisque lorsque j'ai eu des enfants et j'ai souhaité donc participer à la vie de l'école, et donc je me suis engagé, j'ai été élu représentant de parents d'élèves depuis bientôt 20 ans, et je dirais la scolarité de mes enfants ont conduit et ont orienté quelque part mon engagement associatif au sein d'une association de parents d'élèves. Ce travail, donc, vous continuez dans les associations. Qu'est-ce qui explique l'engagement politique? Alors déjà la politique, on doit normalement tous s'y intéresser, puisque c'est quand même ce qui décide de beaucoup de choses, si ce n'est de la totalité de notre vie, hein, le fonctionnement, les décisions, les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi les décisions qui sont prises au niveau communal, a un impact sur la vie, sur toute notre comment dire ça, toute notre vie, hein, tout simplement. Et donc, c'est tout naturellement que moi, je me suis intéressé depuis très tôt. Mais j'avais jusqu'à présent pas eu la volonté de m'investir en politique. J'étais plutôt plus au niveau associatif. Mais aujourd'hui, il y a eu deux en fait éléments qui font que j'ai décidé avec des camarades donc au niveau du MCPB de franchir le pas. C'est d'abord la situation sociale que l'on a pu constater notamment au cours de ces 18 derniers mois avec les mouvements des Gilets jaunes, avec les contestations sociales, les grèves aujourd'hui des syndicats, etc., sur un certain nombre de lois que aujourd'hui remet en cause le gouvernement. Donc il y a eu ce déclic là aussi. Et puis surtout, en tant que bénédictin, en tant que citoyen,
la situation de Saint-Benoît est pas terrible, voire même grande difficulté, et on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, on a décidé, et j'ai décidé de prendre mes responsabilités et donc de m'engager dans le combat politique. Vous avez créé ce mouvement qui s'appelle Mouvement citoyen participatif bénédictin. Et c'est ce mouvement qui vous a... C'est avec ce mouvement-là que vous êtes parti à la rencontre de bénédictins, que vous avez essayé de voir qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors donc depuis plusieurs mois, on rencontre la population, on organise des ateliers, des débats, on interpelle les bénédictins sur un certain nombre de thématiques, et c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'envisager, donc de proposer aux bénédictins une alternative à tout ce qui existe aujourd'hui. Alors, d'abord, qu'est-ce que demandent les bénédictins? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui est urgent? Quelles sont leurs doléances? Aujourd'hui, je serais tenté de dire que tout est urgent. Les bénédictins, lorsqu'on discute avec eux, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui a été présenté l'année dernière, donc qui présente un bilan qui est assez alarmiste. Et donc les bénédictins aujourd'hui déplorent l'absence du capitaine dans le navire bénédictin. Ils déplorent le mauvais état de la commune. Donc ce que souhaitent les bénédictins, c'est tout simplement d'avoir une commune qui fonctionne correctement, que l'on s'occupe de leur quartier, que l'on s'occupe de la sécurité, que l'on s'occupe de l'entretien des espaces verts, que l'on règle les problèmes d'éclairage, que l'on règle les problèmes de nid de poule dans les routes, qu'on aussi on entretient les bâtiments, et notamment les bâtiments communaux. Il y a beaucoup de parents qui sont inquiets, qui se plaignent du mauvais état, en tout cas du mauvais entretien des établissements scolaires. Donc il y a déjà tout ce qui est le quotidien, je dirais, de ce qui fait qu'on vit bien, qu'on se retrouve... qu'on ait une vie agréable dans un quartier où il fait bon vivre, dans un quartier sécurisé, qu'on soit bien aussi dans sa maison. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des problèmes d'ordre sociaux, que ce soit l'habitat, même parfois des logements collectifs aujourd'hui, des logements sociaux qui sont en très mauvais état. Donc aujourd'hui, les gens ne sont pas bien dans leur habitat, dans leur cadre de vie, et ce qui demande, c'est avant toute chose qu'on leur apporte donc cette sérénité, je dirais, dans leur quartier et dans leur commune, indépendamment du fait que bien sûr il y a des problématiques de chômage, qu'il y a des problématiques d'ordre routier, les embouteillages, etc. Donc tout est quelque part est important. Il faudra bien sûr prioriser les choses. D'où ma question, comment allez-vous répondre à leurs attentes, à leurs besoins? Par quoi vous voulez commencer? Et puis, qu'est-ce qui va être le plus gros problème, le plus gros dossier auquel vous allez vous attaquer? Alors déjà, il va falloir faire un audit financier notamment, pour savoir quelle est l'ampleur des difficultés financières auxquelles doit faire face la ville. Il y a également, ce que nous préconisons aussi, c'est de faire un audit des ressources humaines pour que là aussi, pour chaque employé, on ait son profil, on va dire, pour pouvoir réorganiser les services, pour pouvoir valoriser le personnel communal, pour pouvoir mettre en place des formations, un plan de carrière pour les employés communaux, pour pouvoir aussi remettre en fonctionnement donc les services qui aujourd'hui, lorsque vous écoutez les bénédictins, il n'y a plus rien qui fonctionne correctement au sein de la commune de Saint-Benoît. Et puis donc un troisième, c'est un audit social. Donc c'est justement d'aller dans chaque maison, rencontrer chaque habitant pour voir avec lui quels sont justement les besoins pour pouvoir ensuite adapter une politique sociale juste. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire que le social, c'est toujours le même qui en profite. Et donc, nous voulons rétablir une certaine justice. Donc après, lorsqu'on aura en face de nous, je dirais, ces données, on pourra mettre en avant un certain nombre d'actions. Mais encore une fois, nous, le projet, il se construit avec
les bénédictins. Le mouvement citoyen et participatif bénédictin est donc, comme son nom l'indique, participatif. Donc pour nous, la participation de chaque bénédictin est importante parce qu'on estime qu'aujourd'hui que les bénédictins doivent devenir acteurs de leur ville et donc participer à chaque décision. Alors bien sûr, en termes de priorité, il y aura forcément l'éducation, il y aura le social, il y aura la démocratie participative et l'économie au niveau de la CIREST sera aussi un élément important. Au niveau d'abord de l'éducation, vous êtes c'est un peu votre dada, l'éducation. Est-ce qu'il y a des projets, j'allais dire, innovants? Alors, au-delà du fait qu'il va falloir mettre en place un plan de réhabilitation des bâtiments communaux, nous souhaitons mettre en place aussi donc effectivement un certain nombre d'actions, notamment mettre dans tous les établissements, remettre des secrétaires ou un ou une secrétaire pour pouvoir accueillir les parents, parce qu'aujourd'hui les parents ils sont pas accueillis quand le directeur est dans l'école, ils doivent attendre. Donc aussi soulager les directeurs et directrices d'école de ce travail-là, revégétaliser les écoles pour pouvoir aussi lutter un peu contre la température. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres quasiment dans les écoles, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de gazon, tout est bétonné et ça contribue à augmenter aussi la chaleur des établissements. Mettre en place de l'accueil le matin et le soir. Avoir des activités périscolaires de qualité. Aujourd'hui, il y a les gens se plaignent non pas du fait qu'il y ait du périscolaire, mais ils ne sont pas satisfaits de ce qui est proposé au niveau de la mairie. Donc nous souhaitons, à travers donc, le périscolaire, renouer avec le patrimoine de Saint-Benoît, mettre en valeur le patrimoine de Saint-Benoît, mettre en place des actions pour permettre par exemple que chaque enfant puisse avoir accès à la musique, puisse avoir accès au théâtre, puisse avoir accès aux arts. Donc vraiment tout ce qui peut permettre de former le citoyen de demain. Une action qu'on souhaiterait aussi mettre en place sur la cantine scolaire, c'est de pouvoir permettre, au lieu de faire du portage de repas à domicile, c'est de permettre pour les personnes âgées qui peuvent bien sûr encore se déplacer, de venir manger à la cantine le midi avec les enfants pour pouvoir aussi donc créer un lien intergénérationnel et pour que les enfants puissent aussi connaître un petit peu l'histoire à travers de nos anciens, l'histoire de Saint-Benoît, mais aussi apprendre le respect, apprendre un certain nombre de choses que nos anciens vont pouvoir leur inculquer dans ce cadre-là, et sortir donc nos grands moun de l'isolement, parce que souvent quand on fait du portage de repas à domicile, ils mangent tout seuls. Donc, il y a des actions comme ça. Mettre aussi un jardin dans chaque école pour que les enfants puissent aussi découvrir ou redécouvrir les produits, le contact avec la terre, le contact avec les fruits, les légumes. On souhaite également mettre en place une légumerie pour pouvoir assurer et sécuriser l'approvisionnement en fruits et légumes. La cantine centrale. C'est une forme de coopérative pour avoir des produits de la Réunion, c'est ça? Voilà, alors coopérative, on verra quelle une forme, on va dire effectivement, c'est travailler en lien avec les agriculteurs de Saint-Benoît, leur permettre de se diversifier, aussi de leur assurer l'écoulement de leur production sur l'année, donc sécuriser l'approvisionnement, sécuriser le coût, donc maîtriser les coûts et avoir des produits pays, des produits de qualité au niveau de la cuisine centrale pour nos enfants. Et ça vous donne aussi la capacité de surveiller que le produit ne soit pas trop, j'allais dire, enrichi de produits chimiques, tout à fait, d'engrais, d'insecticides. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment un travail, je dirais, gagnant-gagnant avec les agriculteurs pour nos enfants. Alors justement, en termes d'agriculture, comment trouver les espaces et comment surtout redonner envie aux gens de redevenir agriculteurs, de repartir sur la terre, parce que c'est plutôt l'effet inverse auquel on assiste. Les gens trouvent que c'est de plus en plus difficile, ça rapporte de moins en moins, et on voit que les terres sont abandonnées, que les agriculteurs
mettre la clé sous la porte. C'est aussi la mairie, avec par exemple intégrer plus de produits locaux dans la restauration scolaire, peut aider les agriculteurs. Alors, notamment donc, par le biais de cette légumerie, mais effectivement, nous avons rencontré un certain nombre d'agriculteurs, notamment des jeunes, qui ont envie de continuer et de vivre de l'agriculture, mais qui font face aussi à des obstacles administratifs importants pour pouvoir se diversifier, puisqu'ils doivent notamment justifier justement de comment ils vont écouler leur production pour pouvoir bénéficier notamment des aides de l'État. Donc, du fait déjà que nous, on va pouvoir, on va dire, passer une convention par le biais de la légumerie pour pouvoir sécuriser, ça va leur permettre de pouvoir se diversifier et comme il n'y aura pas d'intermédiaire entre cette légumerie et les agriculteurs, donc avoir un prix qui soit correct pour l'agriculteur et qui soit aussi correct pour la commune de Saint-Benoît. Donc ça, c'est un moyen de soutenir. La deuxième chose, ce que nous souhaitons, c'est de mettre en place un marché de producteurs sur Saint-Benoît. Saint-Benoît est quand même la deuxième plus grande commune de l'île. Il n'est pas normal que nos agriculteurs doivent se rendre sur Saint-Pierre pour pouvoir écouler ou s'approvisionner en légumes. Et donc, avoir sur Saint-Benoît un marché de producteurs. On a parlé d'agriculture, on parlera pas d'agrotourisme, mais on va parler de tourisme tout simplement. Saint-Benoît a été à un moment donné une ville touristique avec ses restaurants, avec ses événements. Comment retrouver cette lustre d'antan pour que Saint-Benoît redevienne un peu ce qu'il a été? Déjà, donc, le tourisme est une compétence de la CIRES. Donc, au niveau de la CIRES, il y a une politique qui concerne toute la CIRES qu'il faudra revoir. Et en ce qui concerne Saint-Benoît, il faut pour moi, il y a pas de secret. Il y a effectivement des richesses sur Saint-Benoît, mais il y a aussi des entrepreneurs, il y a aussi des gens qui ont envie de faire des choses sur Saint-Benoît. Il faut tout simplement pouvoir les aider, les accompagner. Ce qui demande, en fait, c'est de pouvoir travailler je dirais, correctement, de pouvoir exercer leur métier, de pouvoir proposer, que ce soit un restaurant, que ce soit une activité sur Saint-Benoît. Donc aujourd'hui, ils sont... En tout cas, les mondes de l'économie, enfin les restaurateurs notamment que nous avons rencontrés, ce qu'ils ne font pas, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de soutien, suffisamment de soutien. Ils font des choses, c'est pas relayé, il n'y a pas de l'information. On prend par exemple le site de Takamaka qui reçoit plus de 10 000 visiteurs par an. Comment on capte ces visiteurs pour l'économie locale, comment donc on fait en sorte que ces gens donc restent sur Saint-Benoît, consomment sur Saint-Benoît. Il n'y a pas beaucoup de structures d'hébergement sur Saint-Benoît. Est-ce qu'il faut aussi donc pas orienter sur un camping par exemple ou sur des chambres d'hôtes ou un petit hôtel? Voilà, ce sont des choses que la commune doit impulser à travers la CIRES, mais pour ça aussi il faut que nos partenaires, donc les autres collectivités, donc accompagnent le développement sur tout le territoire Est. Et c'est ce que nous efforcerons en tout cas de porter au niveau de la CIRES pour que Saint-Benoît redevienne ce qu'elle est aujourd'hui. Le potentiel touristique de Saint-Benoît, avec la mer, avec ses rivières, ses bassins de baignade, les étangs, le site de Tamaka, Grand Étang, enfin il y a plein de bassins bleus, etc. Il y a plein c'est son littoral, hein. On a un littoral quand même qui est magnifique et qui est très grand. Donc ce n'est pas suffisamment exploité. Donc il faudra réouvrir aussi la ville, enfin réouvrir la ville sur la mer et sur ses rivières. Juste vous interrompre parce qu'il va nous rester 1 minute dans un instant. Donc vous avez 1 minute pour parler aux bénédictins et aux bénédictines. D'accord. Tout simplement, ce que je voudrais dire aux bénédictins et aux bénédictines, c'est que le 15 et le 22 mars, ils vont avoir le choix de choisir la nouvelle équipe municipale qui va écrire une nouvelle page, puisqu'il y a une page qui se tourne. Nous proposons que cette page soit écrite ensemble, que tous les bénédictins, parce que nous doivent travailler, je dirais, en solidarité, dans l'entraide, accompagner le développement de notre commune, parce que tous ensemble, nous pourrons le faire. Comme on dit, ensemble, on va plus loin. Et donc, vous avez le choix. Nous, on vous propose une alternative. On vous propose une équipe nouvelle avec des gens qui n'ont
jamais eu de mandat politique. Nous avons aussi entendu donc la volonté de changement et nous vous proposons tout simplement de faire ce changement ensemble pour l'avenir de Saint-Benoît. Merci Daniel Amouni. On va nous tourner une page aussi puisqu'on va regarder le COSAIDI. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Lucille et moi je vais vous présenter Le Dernier Homme. Alors avant toute chose, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai arrêté d'acheter des livres parce qu'à La Réunion c'est cher et puis parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Et j'adore prendre des livres à la bibliothèque parce que si ça me plaît pas, en fait, je me sens pas du tout obligée de lire. Donc celui-ci est pris à la bibliothèque. Le Dernier Homme, c'est le premier d'une trilogie. Vous connaissez peut-être Margaret Atwood, c'est une romancière qui est canadienne. Alors elle écrit en anglais, donc là c'est la traduction. Et ce qui est très connu d'elle, c'est La Servante écarlate. Alors peut-être vous le connaissez le roman, mais en fait il y a une très bonne série qui est, je crois que c'est sur TF1 pour la France. Et comme La Servante écarlate m'a beaucoup plu, je me suis lancée vers la trilogie du Dernier Homme. Alors le Dernier Homme, en fait, ça commence par Snowman, Jimmy de Snowman, qui est un gars tout seul. En fait, c'est un roman post-apocalyptique, donc on peut appeler ça une utopie noire ou une dystopie. Donc pour raconter, il y a eu une pandémie, il y a eu des OGM, des croisements d'animaux qui sont échappés, et il y a eu aussi un déluge, donc vraiment le dérèglement climatique, mais comme peut-être qu'on verra dans 20-30 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Et donc du coup, Jimmy est tout seul, c'est-à-dire que c'est le dernier homme, mais il a aussi des plus ou moins compagnons, parce que la société donc, américaine, ça se passe plutôt aux États-Unis, a réussi, avant toutes ces catastrophes, à créer peut-être des surhommes, en tout cas des nouvelles créatures vraiment à l'image qu'ils voulaient. C'est des nouveaux hommes. Et en fait, Jimmy est le seul qui est l'humain en fait imparfait, puisque les autres, ils ont été génétiquement modifiés et ils sont beaucoup mieux que le dernier homme. Alors moi je m'intéresse à l'écologie et donc à tout ce qui est changement climatique, etc. Mais alors vraiment lire des livres scientifiques sur le changement climatique, non. Je crois que ça me déprimerait trop. Le premier est vraiment déprimant et ça s'améliore. Le deuxième est un peu plus clair et le troisième est vraiment plus positif. Mais ça nous amène vraiment à réfléchir en fait sur l'état actuel de la société, sur ce que fait la science, parce que là-dedans, il y a Santé Génique qui est un laboratoire pharmaceutique qui fait tout et n'importe quoi, qui commence à vraiment manipuler les gens, à faire de plus en plus d'argent, à utiliser la peur, etc. Donc, comme La Servante écarlate, en fait, c'est une dystopie, mais ça nous fait forcément réfléchir sur notre société, sur l'environnement et sur ce qu'on est en train d'en faire. Qu'est-ce que vous diriez à votre entourage pour l'inciter à lire ce livre ? Peut-être que je dirais commencer par La Servante écarlate, surtout pour les femmes, parce que ça parle vraiment de la condition féminine. Et après aller sur celui-là, parce que celui-là au début il fait un peu peur, c'est-à-dire qu'on a un gars tout seul. Et en plus, c'est romancé de façon à ce qu'au début, on sait juste qu'il est tout seul, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé. Et petit à petit, l'histoire se construit. Moi, j'aime bien avancer comme ça, petit à petit. Et vraiment sur la question du politique, de l'économie, de qu'est-ce que l'humanité finalement ?
qu'est-ce que l'humanité quand il reste a priori qu'un seul homme et quand on a transformé même les humains pour en faire des quasi-moutons. C'est un très beau questionnement, très actuel en fait. La Possession vous êtes invité pour des ateliers de Réparer Café le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du vendredi, histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convié à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Conte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph Saint-Jo TD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et R3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la moque le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Rando Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seigneurs Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.